Bienvenue à l'Axocité, moins Mélanie. Aujourd'hui à l'émission, une table ronde sur les plus récentes manifestations sur la condition autochtone au Canada. Un débat qui perdure depuis trop longtemps. Également, un reportage sur le mouvement étudiant qui s'opposait à la hausse des frais de scolarité au Québec l'an dernier. Et enfin, la 20e édition des Jeux franco-ontariens. On en parle avec des jeunes qui l'ont déjà vécu. Et oui, bienvenue à l'Axocité, moins Mélanie, encore une fois, aujourd'hui, parce que ma co-animatrice est en train de se remettre de l'un, vous savez, un de ces vilains virus là, qui continue de faire des victimes cet hiver dans notre région. Alors, comme on l'a fait à l'émission ce midi, on lui souhaite de prendre du mieux rapidement. Pendant ce temps, il y a plein de choses qui se sont passées dans l'actualité. Par exemple, c'est le 19 janvier dernier, oui, que s'est déroulée la cérémonie de clôture de la 32e édition de Contact Ontarois. 45 artistes francophones provenant de partout en Ontario et de différents domaines ont eu la chance de présenter leur spectacle. Et les 3 derniers jours de l'événement ont permis au public de voir sur les planches Pandaléon et le duo Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière. Soulignons d'ailleurs que lors du gala de la remise de prix, la formation Pandaléon a d'ailleurs mérité les prix Festival du Voyageur et Franco-Fête, ce qui leur permettra de s'illustrer au Manitoba et à Toronto cet été. Pendant ce temps, il y a plein de choses qui se sont passées également dans l'actualité, et on poursuit du fait que l'industrie du cinéma pourrait bientôt compter sur un pied-à-terre à Gatineau. En effet, des promoteurs souhaitent aménager un centre de production multimédia d'une valeur de 5 millions de dollars dans le secteur de Hull. Le bâtiment principal abriterait un studio de tournage ainsi que des espaces comme pour le maquillage, la régie et des loges. Le principal promoteur, Roch Brunette, indique que le projet est viable économiquement et n'aurait pas besoin de subventions pour fonctionner. Donc, si le projet devait voir le jour, voilà qui pourrait peut-être ouvrir des portes à de futurs finissants en production télévisuelle de la cité collégiale. C'est à souhaiter en tout cas. Comme on le sait déjà, un phénomène assez spectaculaire, merci, a surpris les habitants d'une grande ville en Russie vendredi dernier, alors qu'une pluie de météorites est tombée sur la ville tôt en matinée. Et il y en a une en particulier qui mesurait, imaginez-vous donc, 17 mètres de diamètre selon l'Agence spatiale internationale, et elle s'est désintégrée en entrant dans l'atmosphère, libérant, tenez-vous bien, 30 fois, pas une fois, 30 fois plus d'énergie que la bombe d'Hiroshima. Ce qu'on savait moins, c'est que des scientifiques russes ont retrouvé de petits fragments de météorites, ce qui dément toute théorie de complot qui circulait dans les médias sociaux russes. Ils procèdent présentement à l'analyse de ces fragments. Dans le cadre maintenant de la Saint-Valentin, l'Association étudiante de la Cité collégiale organisait ce mois-ci une activité bien particulière, un bingo animé par des drag queens. Les drag queens étaient comme on s'attendait qu'elles soient et la cinquantaine d'étudiants ayant participé ont été très bien divertis. L'événement s'est démarqué par les prix qui ont été remis lors de cette soirée. Les gagnants remportaient des jouets pour adultes. Par ailleurs, des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont récemment recruté environ 75 couples francophones qui donneront naissance à un enfant au cours des prochains mois. L'équipe de recherche les suivra ensuite pendant la fin de la grossesse, l'accouchement et les semaines qui suivront. Pourquoi? C'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune donnée sur un grand éventail de questions comme la relation de couple, la conciliation travail-famille et le développement des compétences parentales. Tout ça en milieu minoritaire. On s'attend à ce que les précieuses données recueillies soient rendues publiques à la fin des travaux de recherche et pour le bénéfice des futures familles francophones qui suivront. Et enfin, c'est lundi que s'est terminée la 35e édition du Bal de neige. La CCN dresse un bilan positif de l'événement qui a attiré des centaines de milliers de visiteurs dans la capitale encore cette année. Les conditions météorologiques favorables ont contribué à ce succès et la patinoire du Canal Rideau a été ouverte sur toute sa longueur, tout au long du festival. C'est quand même assez rare selon les organisateurs. Les activités offertes sur les différents sites ont fait le bonheur des enfants, comme vous pourrez le constater. Cette année, mon activité préférée, c'est les glissades. Nous, notre activité préférée, c'est de manger des queues de castor. Ma
préférée chose que j'ai aimée, c'est les sculptures et la barbe à papa. Oui, il y a une belle ambiance. C'est très agréable, puis il fait tellement beau qu'on ne peut pas demander mieux. Parmi les milliers d'étudiants et étudiantes qui ont opté de venir poursuivre leurs études à la Cité collégiale, on en compte un grand nombre qui viennent de l'extérieur du pays. Leur vision des choses face au Canada, la poursuite de leurs études, éventuellement leur recherche d'emploi, pour ne nommer que ceux-là, méritent qu'on s'y arrête afin de mieux comprendre ce qu'ils auront à vivre ou vivent déjà. Alors, pour en discuter davantage, nous allons rejoindre Andrea Kavloski, qui est non pas à l'extérieur du pays, Andrea, mais plutôt à l'extérieur de nos studios. Bonsoir, Andrea. Bonsoir, François. Ça va bien? Ça va bien et vous? Alors, qu'est-ce qui fait en effet que le Canada est un lieu d'opportunité, soit en termes d'études, mais en termes d'emploi également? Je dirais que le Canada, en termes d'études, premièrement, c'est quand même une grosse différence par rapport à la France en termes d'accessibilité. Je dirais que la France, contrairement au Canada, c'est une terre assez fermée dans le terme où il y a beaucoup d'inégalités. Les études font de grosses différences entre finalement ceux qui n'ont pas de revenus et ceux qui en ont plus. Finalement, ça crée des difficultés et des inégalités entre les élèves. Aussi, je dirais que l'enseignement est moins pratique là-bas. C'est vrai que c'est pas vraiment adapté au milieu du travail concrètement. C'est pas adapté à la réalité des conditions de travail et du milieu de l'emploi. Donc je dirais que le Canada, sur ce point-là, c'est plus pratique, c'est plus ouvert et c'est bien plus facile d'étudier, d'avoir les moyens d'étudier, d'avoir accès à des bourses, des prêts, des aides. Beaucoup de services sont là pour nous aider et en plus, en tant qu'immigrante ici, j'ai trouvé beaucoup d'aide et vraiment une facilité d'étudier ici. Des gens sont là pour m'écouter, pour m'aider, pour m'accompagner dans ma réussite et c'est vraiment bénéfique pour moi. Maintenant, dans le cas d'une recherche d'emploi plus précisément, est-ce qu'il y a des différences lors d'une entrevue? Est-ce que c'est le même profil qui est recherché, tu dirais? Non, pas du tout. C'est vrai qu'en France, plus particulièrement, ils recherchent beaucoup. Il y a beaucoup de hiérarchisation et d'élitisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concurrence entre les étudiants. On sort des fois avec un bac ou un grand diplôme, mais on n'a pas de place sur le marché du travail, tout simplement parce que les recruteurs recherchent beaucoup d'expérience. Ils recherchent quelqu'un d'expérimenté même quand il sort des études. Ils veulent aussi finalement des étudiants de plus en plus formés, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bac, on peut avoir un diplôme universitaire, une licence, on ne va pas forcément trouver d'emploi. J'ai beaucoup d'amis qui ont vraiment du mal à se trouver un stage, à se trouver un emploi. Ici, c'est plus ouvert, plus facile d'accès. On dirait que les gens sont plus ouverts à accueillir des jeunes pas forcément expérimentés pour avoir de nouvelles idées. Je pense que c'est beaucoup lié à la culture et à l'environnement multiculturel du Canada. C'est vrai qu'on a plus cette énergie, cette envie de découvrir, ce sentiment de possibilité qu'il n'y a pas en France, parce que la culture là-bas est aussi très focalisé sur l'échec. On s'autorise pas beaucoup de risques et c'est aussi plus difficile de démarrer un business en France contrairement au Canada. Pour ces raisons-là, il y a la famille nous dissuade, les amis nous dissuadent, les risques c'est mal vu et c'est pourquoi le Canada c'est plus ouvert, plus facile. C'est le côté américain, je pense, créateur, l'envie de faire des nouveaux fondateur de Facebook. Andrea? Oui, excusez-moi. Malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça a passé très, très vite. Merci beaucoup d'avoir partagé cette perspective. Des étudiants, en fait, qui choisissent de traverser là, de ce côté-ci de l'océan. À venir à l'émission, un retour sur le mouvement Idle No More. Des étudiants nous donnent leur perspective sur les revendications autochtones. Et en prestation musicale, Hakim Ouellette, gagnant 2011 du concours Ontario Pop.
mélodie, comme mensonge de pluie, comme mensonge de pluie, une simple mélodie. On retrouve dans mon lit, c'est une lune de papier. C'est une lune de papier. Et janvier me tricote une belle couverture blanche sur la matinée. Always looking out from the inside, assis sur ma lune de papier. C'est une lune de papier. Je ne dors plus la nuit, je vois le vendredi, comme mensonge de pluie, comme mensonge de pluie, une simple mélodie. On retrouve dans mon lit, c'est une lune de papier. C'est une lune de papier. L'hiver autochtone est loin d'être terminé. Même si les manifestations sont moins nombreuses aujourd'hui, les revendications le sont tout autant. En fait, le mouvement Idle No More maintient ses pressions auprès du gouvernement et veut mettre en évidence les problèmes que vivent les Premières Nations dans les réserves. Il reproche plutôt, entre autres, au premier ministre Stephen Harper de ne pas avoir encore établi un dialogue respectueux avec les peuples autochtones et ils disent ne pas avoir été consultés dans des projets de loi, entre autres sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc, pour nous en parler ce soir davantage, on accueille en studio deux étudiants qui ont suivi de près le débat. Soit tout d'abord François Gouin, bienvenue à l'émission François. Bonjour. Ainsi que Félix-Antoine Parent. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Alors, j'aimerais d'entrée de jeu simplement vous entendre sur tout le mouvement Idle No More, parce que ça a quand même fait les manchettes pendant plusieurs semaines. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué le plus de toute cette foire médiatique-là? Et pour ma part, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment l'inaction du gouvernement conservateur dans ce dossier-là. Puis, pour ma part, je crois que c'est bien simple, là, c'est qu'ils ont moins d'avantages à gagner, vu qu'on est dans un monde capitaliste. Je crois qu'ils n'ont aucun avantage à aller aider le peuple autochtone du point de vue monétaire, là. Donc, je crois que c'est ce qui a retenu mon attention, c'est ce qui m'a même choqué un peu durant tout le débat là, de Idle No More. Oui, parce que quand même, ça a duré un bon bout de temps, puis il y a eu effectivement plusieurs débats. De ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué durant cette période-là? Ben, c'est nettement... ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Je pense que c'est dû aussi aux médias sociaux qui ont popularisé la chose, un peu comme, disons, avec le printemps érable ou le printemps arabe. La communication s'est faite rapidement. Les militants entre eux discutaient de comment se préparer, où on allait faire des marches. Ça s'est même vu en Europe, d'ailleurs, où il y a eu tout plein de marches reliées au mouvement Idle No More. Et c'est parti vraiment de rien. À la base, c'était... Mais en fait, ça fait plus
ça fait plusieurs décennies que les Autochtones sont tout de même dans une condition de vie qui est déplorable. Et c'est là aussi, c'est maintenant que ça sort au grand jour, d'où le nom Idle No More, le fini l'apathie. On décide d'aller dans les rues. L'élément déclencheur de tout ça, ça a été quoi exactement? Y a-t-il un événement, quelque chose qui a été dit, qui a été fait? Ou... Bien, au départ, c'est les revendications de 4 femmes autochtones qui ont mené à tout ce mouvement d'Idle No More, puisque les conservateurs avaient envisagé des projets de loi C-45, justement, qui allaient à l'encontre de tout ce qu'ils veulent, dans les valeurs autochtones, la nature, la spiritualité, dans le fond, les valeurs qu'on connaît bien des Autochtones, et certains projets de loi conservateurs allaient à l'encontre de ces valeurs. Donc, c'est tout à fait justifié de la part de ces 4 dames autochtones de vouloir revendiquer tout ça, faire ces revendications-là. Ouais. Par là, on ne peut pas passer à côté. Teresa Spence, elle est devenue en quelque sorte presque le symbole du mouvement. Est-ce que ça a valu le coup, là, cette grève de la faim? Moi, je crois que oui. En fait, ça l'a fait réagir. Vers la fin, en fait, même M. Harper a décidé d'agréer aux revendications de Mme Spence. Dans le fond, c'est 44 journées sans manger. En fait, elle buvait seulement de l'eau, du bouillon de poisson, on le sait. Là. Ça l'a fait en sorte... Ça a été une espèce d'idole, un peu comme cet arabe qui s'était immolé en Égypte. Ça l'a fait sensiblement une espèce d'état de martyr. C'est soudainement... C'est venu au grand jour, finalement. On s'est dit, OK, ben, la réserve d'Ottawa-Piscate mérite certainement qu'on porte un peu d'attention et qu'on envisage de régler un peu les choses. Est-ce que ça, c'est allé chercher l'appui du public, tu penses? Certainement, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Les gens ont besoin de savoir vraiment la douleur, la peine, la misère. C'est ce qui touche la population, malheureusement, mais on avait quand même besoin d'un symbole marquant qui donnerait l'exemple à une large population de soit suivre ou non, mais en connaissant véritablement les revendications derrière ça. Et ces revendications-là, elle les a vraiment endossées en faisant un jeûne de près de 45 jours. Là. Donc, non, c'est vraiment un symbole fort du mouvement Idle No More. Puis, je crois que c'était inévitable qu'on ait besoin d'un symbole comme ça. En 2013, les symboles sont très importants pour la population. Donc, Teresa Spence pour Idle No More est vraiment important. Il nous reste déjà moins d'une minute. En un mot, là, si on avait à décrire, ou deux, les conditions de vie justement des Autochtones en 2013, ça serait quoi, toi, François? Déplorable. Il y a quelque chose à faire. Il faut, parce qu'en fait, c'est que les réserves se trouvent tellement loin, c'est difficile d'y amener les ressources. Le gouvernement, il n'y voit pas d'intérêt réel côté capitaliste de la chose. Disons que ça coûte beaucoup trop cher pour, disons, aller investir dans une réserve autochtone. Tu t'es mentionné, tu t'es prononcé sur, je pense, sur le rôle du gouvernement. Est-ce que tu penses qu'ils vont bouger quand même, éventuellement? Je l'espère, mais il y a eu une réunion des chefs des Premières Nations avec Stephen Harper, à laquelle David Johnston ne s'est pas joint. Donc, je crois que c'est déplorable qu'il ne soit pas allé à cette rencontre-là, puisque c'est tout le Canada qui est rivé sur cette cause-là. Idle No More, c'est pas juste au Québec ou dans les Maritimes, c'est vraiment d'un océan à l'autre. Donc, les conservateurs, s'ils veulent pouvoir arranger l'affaire, ils vont devoir réagir autrement, je crois. Tu es optimiste pour l'avenir de ton côté, toi? Oui, je crois qu'il y a façon de s'arranger, mais il va falloir trouver un terrain d'entente. Bien, là-dessus, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le sujet. Merci beaucoup. À venir dans quelques minutes, un reportage sur le mouvement de manifestation étudiant du printemps dernier au Québec. Il était né d'une opposition aux augmentations des frais de scolarité annoncées par le gouvernement et il a soulevé beaucoup de passion au sein de la population. Et tout de suite après, nos invités à notre forum répondront entre autres à la question suivante. Est-ce que ce mouvement de contestation étudiant a changé quelque chose sur le plan politique? N'hésitez pas à passer le mot autour de vous pour nous suivre toute la semaine sur le web, à Livestream, à Cité en direct. Et faites-nous part de vos commentaires en visitant notre page Facebook à l'actualité/2013 ou appelez-nous au 613-742-2483.
toute l'histoire de l'art. Visage souillé de fusains noirs, pinceau rempli d'espoir. L'impressionnisme impressionne, les pinceaux qui déconnent, qui guident de longs doigts, mais les brûlent à la fois. Alors devant moi le coloris danse, plus rien je n'y veux, je me perds dans les nuances. Alors devant moi le coloris danse. ce monde qui avait quelque chose à raconter. Je connais des gens, justement, autour de moi, des amis que je sais qu'avec qu'avec des augmentations des frais de scolarité, pourraient plus se permettre l'université tout simplement, même si c'est pas si cher que ça. Ça devrait juste être aux fils de riches qui pourraient étudier vraiment bien, parce que les autres, quoi, s'ils peuvent étudier, ils sont obligés de travailler en même temps. Wow, c'est ça qu'on veut. On veut
On veut que notre jeunesse apprenne ce qui va leur servir toute leur vie entre 2 shifts au McDo. On disait qu'avec la hausse des frais annoncée, on aurait perdu 7000 étudiants. C'est un estimé, on peut jamais savoir exactement, mais on considérait que c'était à peu près 7000 personnes, que ça ferait la différence entre étudier puis pas étudier. C'est énorme quand tu y penses. Dans la quinzaine de personnes que je connais de l'université, il y en a 2 qui m'ont dit ça. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. J'aurais tendance à croire que idéalement, il faudrait peut-être plus d'investissement des corporations parce que ultimement, c'est eux qui sont servis par une éducation plus généralisée, une meilleure éducation pour tout le monde. Après ça, c'est sûr que ça serait facile de dire que le gouvernement investisse tout simplement plus. Le problème, c'est que c'est déjà extrêmement fait. À part de ça, sincèrement, j'ai de la misère à voir où est-ce qu'on peut trouver du financement. À la base, tout le monde doit faire sa contribution au financement de l'État, des programmes de l'État. Et donc, en partant, les études, c'est quelque chose qui est hautement subventionné. Et je me disais, ben, si on a évalué qu'il fallait hausser les frais de scolarité, qu'on a fait une étude honnête là, de la situation, ben, je me disais, c'est peut-être une bonne chose. D'avoir des frais très bas, indexés, c'est pas la fin du monde. Mais honnêtement, je pense qu'en tant que société, c'est un meilleur investissement la gratuité scolaire. L'instant, la direction qui, je crois, est la plus saine pour le gouvernement et pour la société, c'est d'indexer les frais au coût de la vie. Tout simplement parce que c'est normal pour une université que d'année en année, ça leur coûte plus cher leur budget global. Donc, il me semble que c'est adéquat que les frais de scolarité aillent à la même proportion que ça. La gratuité, on peut la faire tout de suite. Sauf que les effets bénéfiques, ça va être dans 10-20 ans que ça va commencer. 12 steps into your backyard. Moi, ce que je trouve qui est dangereux avec ça, c'est que si on gèle les frais, là, est-ce que la qualité de notre éducation va diminuer? Puis ça, c'est quelque chose que je suis pas prête à sacrifier. Je tiens à mes programmes en français, au programme tout court, puis je tiens même que la qualité soit augmentée. Alors, avec un gel de frais de scolarité, ce qui me ferait peur, ce serait qu'on diminue vraiment cette qualité-là, qu'on diminue le montant de programmes qui sont offerts, puis ça, je voudrais pas ça du tout, là. Je trouvais ça vraiment drôle de voir des phrases passer sur l'Internet, genre en anglais, pour influencer, disons, les restes des provinces qui disaient pourquoi tout en anglais, pourquoi les étudiants payent le moins cher en Amérique, leurs frais? Parce qu'ils se battent! C'est l'organisation. Aujourd'hui, tu as les médias sociaux, tout ça. Pour lancer une manif, c'est pas long, hein? 15 minutes de réaction. Les déclarations à la télévision. 15-20 minutes après, du monde dans la rue. Là. Ils sont tous là sur le Facebook et tout ça. Moi, je méprise vraiment les gens qui méprisent la rue. La rue, Chris, c'est le peuple, c'est les gens. C'est les gens, c'est les habitants du pays. La rue, c'est le contraire des édifices au 300e étage qui font juste calculer des chiffres. C'est ça, la rue, c'est le contraire. C'est la mauvaise foi de la droite, des fois. Moi, je veux qu'on puisse vivre dans une société où on se respecte les uns les autres comme Québécois. Une société où on respecte la démocratie, une société où on respecte nos lois. Et c'est le choix que je vous offre. Là, c'est à votre tour de parler. C'est à votre tour de vous prononcer, de dire quel genre de Québec vous voulez. Donc, éducation égale démocratie. Alors, bienvenue sur le plateau de nos débats, plateau de forum où va se dérouler le deuxième débat de la semaine. Et si je me fie aux réactions qu'on a eues hier soir alors qu'on a parlé de malnutrition chez les jeunes, imaginez un petit peu ce qu'on va avoir comme réaction et échange d'idées alors qu'on va parler de gratuité scolaire et de manifestations étudiantes. Alors, je vois déjà nos invités bouger sur leurs chaises. Alors, je ne vais pas attendre trop longtemps. On va commencer notre échange sur le sujet. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à l'émission.
Donc, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est un petit tour de table, parce que je veux savoir à qui je m'adresse dans le fond. Alors, moi, ma première question, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes pour la gratuité scolaire? Commencez avec toi, dans le fond. Moi, je suis pas pour la gratuité scolaire. Dans le fond, on paye quand même. Je veux savoir si t'es pour ou contre à ce point-ci. Pour. T'es pour la gratuité? Oui, non, contre, désolé. Ah, Désolé. sa clôture, c'est pas grave. C'est correct. Pour la gratuité. Pour. Pour. Tu serais dire pour. François? Contre. Contre. OK, deux pour. Oui. Contre. Contre. OK, c'est intéressant. Pour. Pour. Tout à fait contre. Oh, je m'attendais tout à fait pour. Alors, OK, je trouve ça intéressant. Pour ceux qui ont dit pour, si ce ne sont pas les étudiants, puis là, je me souviens plus qui exactement l'a dit, là, mais vous pouvez me le rappeler, mais ceux qui sont pour, en tout cas, vous le savez, si ce ne sont pas les étudiants qui payent, c'est qui à ce moment-là? Oui, ceux qui ont dit, ouais, je suis pour. Je peux y aller. Moi, je dis que ça devrait être les gens plus riches, ceux qui payent des impôts qui sont beaucoup moins élevés par rapport à leur salaire, comparé à la classe moyenne, que leurs impôts, eux, sont plus élevés comparé à leur salaire. C'est quelque chose qu'on devrait faire, puis ça devrait... C'est sûr que c'est quelque chose que tout le monde doit payer. Autant une partie, veut pas, de la population, du gouvernement, mais aussi que chaque personne fasse sa part, parce qu'en ce moment, le gouvernement paie beaucoup moins que ce qu'il payait il y a des années. Le gouvernement a descendu d'environ une dizaine de pourcents l'argent qu'il donnait, dans le fond, aux universités. C'est plus la contribution maintenant des étudiants. Donc, ça serait plus les impôts des gens plus riches qui devraient, selon moi, qui devraient... Ils ne sont pas déjà surtaxés, les riches, là? Ben, Particulièrement au Québec, justement, ils se plaignent souvent pauvres- que c'est là qui sont le plus taxés. Ben, moins les imposés. pauvres le sont aussi autant que les riches. Et encore, on demande aux gens qui sont pauvres, qui ont moins d'argent, de payer encore plus. Mhm. Donc, on affaiblit encore plus la classe moyenne et on enrichit les riches. Ouais. Puis c'est là qu'il devient avoir un conflit, justement, là, avec la gratuité. Qui d'autre a dit pour? Si ce n'est pas les étudiants qui paient, c'est qui? La société en général, on a fait le choix de société au Canada d'aller avec la gratuité des soins des frais de soins de santé. Je pense que en tant que société, c'est important d'investir dans l'avenir. Et je pense pas que ça devrait être mal vu de payer pour l'éducation de nos jeunes, de nous, dans le fond, parce que on est l'avenir, ça peut faire peur à certaines personnes, mais je pense que pour une société, c'est normal d'investir dans cet avenir-là. Qui d'autre a dit pour? Est-ce que tu penses que le privé pourrait contribuer? Peut-être, comme Valérie disait, les personnes plus riches, mais aussi les entreprises qui pourraient payer un peu Tu sais, plus ton cours est d'impôts. représenté par McDonald's ou quelque chose. Je me sens que ça Ouais. Mais aussi, comme Gaëlle disait, on n'a pas à payer nos soins de santé. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait à payer pour notre éducation alors que ça devrait être ouvert à tous? Ça devrait être un droit, dans le fond. On devrait tous avoir le droit à l'éducation. Et il y a des pays qui ont l'éducation qui est gratuite et on voit que ça a eu des impacts très positifs dans leur pays parce qu'on investit dans notre avenir, on investit dans le futur, dans le fond. Ouais. Et qui d'autre avait dit oui? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce qui a été Oui, dit? je trouve aussi que comme à cause que tu sais le secondaire, le primaire, ben, c'est pas vraiment nous autres qui payent. Puis quand on arrive pour l'université, c'est une grosse pression de comme choisir une carrière. Donc on doit dépenser beaucoup d'argent dans ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sortent du secondaire puis ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc ils vont dépenser plus d'argent puisqu'ils vont commencer dans un programme, réaliser c'est pas ça qu'ils veulent faire et ensuite changer de programme, d'autres dépenses. Puis des fois ils vont juste comme décider que tu sais ben je veux plus faire ça puis ils vont tout de suite aller travailler sans jamais aller se trouver comme un diplôme ou quelque chose. Ceux qui ont dit contre, le reste, j'aimerais peut-être vous entendre sur, parce que je pense que ça a été mentionné aussi dans le reportage, si je ne m'abuse, mais c'est au niveau de la qualité de l'enseignement. Si on y va du jour au lendemain vers la gratuité scolaire, il y en a qui pensent que du jour au lendemain, les programmes ne seront plus de qualité, ils ne pourront pas investir autant dans la diversification des programmes, etc. Est-ce que vous partagez un peu cette opinion-là? Oui, François? Bien, tout à fait. En fait, c'est toujours une question de choix. On pourrait très bien prendre le choix d'avoir une gratuité scolaire, que ça ne coûte rien pour aller à l'école, mais c'est sûr que les établissements scolaires en souffriraient, nettement moins d'argent serait offert au cadre administratif, donc il y aurait des problèmes de gestion, forcément, et donc en bout de ligne, probablement que ce serait plus compliqué à gérer. Mais moi, en fait, j'étais contre la hausse des frais de scolarité, mais je trouve que de payer à peine, de payer ce qu'on paie présentement, c'est nettement plus logique. Il faut payer à un moment donné. On ne peut pas espérer que ce soit toujours gratuit.
Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Et moi, je comprends juste pas pourquoi ça serait la société qui paierait pour nos études. Si tu veux une nouvelle voiture, tu vas travailler pour payer ta nouvelle voiture. Donc, je vois pas pourquoi la société ou le gouvernement ou peu importe devrait payer nos propres études. Si tu veux continuer, je pense qu'on a assez de moyens. Tout le monde a assez de moyens pour réussir. C'est pas parce que tu es riche ou moins riche. Je pense qu'il y a assez de moyens pour réussir à continuer nos études sans que la société ait à payer pour nous. C'est intéressant. Je sens qu'on va peut-être avoir des échanges. Les flamèches vont partir tout à l'heure. Kevin? Moi, je suis pas nécessairement contre. Je pense pas que l'éducation. Ben, moi, je suis contre, mais je suis pas sûr que le gouvernement va mettre en péril l'éducation, dans le fond. S'ils vont vers la gratuité, ils vont pas le mettre au détriment des cours, des services offerts. Je pense que ça va être bien fait, mais je crois qu'aussi on doit faire notre part dans. Tu fais confiance au gouvernement, toi? Ben, des fois, il faut. Revenons un petit peu sur les manifestations qui ont eu lieu là, dans l'année passée. En fait, ça a duré, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de février. Donc, le même mois, il y a un an, ça a commencé. Ça a duré jusqu'au mois de septembre en tout et partout. Est-ce que ça a changé quelque chose, ces manifestations-là, vous diriez? Oui. Moi, je crois que ça allait changer quelque chose parce qu'on a fait tomber un gouvernement. Les manifestations ont fait tomber... tu penses vraiment que ça a contribué à faire tomber le gouvernement? Oui, vraiment, parce que oui, l'opinion de la population a changé. Oui, c'est sûr, il y en avait des pour, il y en avait des contre, les étudiants. Mais veut pas, ça le fait allumer plein de choses pour les jeunes. Les jeunes ont commencé à se conscientiser beaucoup plus sur la politique qu'il y a, disons, 5 ans. On s'est toujours fait reprocher que nous, on n'est pas concernés, on s'en fout si on veut. Mais là, on s'est mis dedans vraiment à fond. On a dit ça, c'est notre cause. Ça le fait changer quelque chose parce que le gouvernement est tombé. La hausse a été annulée aussi. Mais là, avec tout ce qui se passe avec l'indexation, ça devient un peu plus flou. Mais quand même, ça a changé quelque chose par rapport à la politique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire oui? Moi, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Mon Dieu, on est dans les Ça a opposés été ce soir. assez négatif, surtout pour les personnes qui ont perdu leur session, qui ont été beaucoup retardées. Puis, j'ai eu l'impression aussi que c'est devenu une mode. C'est seulement une mode, sans que les gens soient nécessairement informés. C'est devenu une mode de porter le rouge, le carré rouge, donc j'ai pas eu l'impression que ça a changé grand-chose de positif. Est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent l'opinion de Marie-Lou? Ou proche? Est-ce que ça a valu la peine finalement de se taper autant de mois de manifestation, etc., etc.? Est-ce qu'en bout de ligne où on est rendu aujourd'hui, on voit un changement? C'est comme... Oui, François? Ben, ça fait changer les choses. On a vu que le peuple a enfin sorti dans la rue, il s'est enfin révolté. On a ce pouvoir-là en tant que peuple de sortir dans la rue et de dénoncer les choses et on n'en profitait pas assez. Et enfin, on a décidé de le faire. Ça, c'est dans le fond le mouvement. Les jeunes, les étudiants ont au moins parti le bal et ça se voit désormais de plus en plus de manifestations. Parlant justement de le fait d'aller dans la rue, bon, vous le savez, on a vu plein d'images, il y a eu des débordements de violence. Qui a commencé quoi, puis dans quel sens? En tout cas, on en a vu certaines images au bye-bye aussi durant... Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce que vous pensez que c'était, premièrement, prémédité, cette affaire-là? Tu sais, le fait qu'il y ait des excès de violence, il y en a qui se sont dit en partant, OK, on part ce soir, puis on va aller casser quelques vitres, oui? Oui. Tu penses que ça faisait partie de la tactique des manifestations? Pas des manifestations, mais de certains manifestants. On le voit pas seulement pour la crise étudiante, mais quand le Canadien perd ou gagne en série, il y a des gens qui vont aller manifester au centre-ville de Montréal. Il y a toujours certains individus qui vont être là juste pour mettre le trouble et qui vont même pas savoir pourquoi il y a une manifestation, mais ils sont là simplement pour causer du trouble. Est-ce que tu penses que c'était des étudiants ou c'est des gens qui se sont infiltrés? Probablement qu'il y avait des étudiants et probablement qu'il y avait des gens qui n'étaient pas étudiants non plus. Je pense qu'à ce moment-là, c'est pas du tout les violences qui ont pu être commis. Je pense pas que c'est nécessairement dû au mouvement étudiant. C'est pas vraiment le cœur des manifestations qui étaient là-dessus. Je pense que c'est vraiment des exceptions, des individus qui n'étaient pas nécessairement étudiants ou quelqu'un d'autre. C'est simplement des gens qui étaient là pour mettre le trouble. Valérie, tu as vu ces images-là de violence à la télé? Moi, oui. OK. Quand tu voyais ça, avec le recul, est-ce que tu trouves que ça a eu un impact? Peu importe comment c'est venu de qui,
à la source? Est-ce que tu penses que ça a eu quand même un impact négatif sur la perception des gens du mouvement et de manifestations et tout ça? Ou bien les gens ont su voir par-dessus ça? Ben, je pense que, vu comme il a dit, il y a des gens qui sont arrivés là, puis je suis certaine qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là, puis ils faisaient juste, oh, une manifestation, on va aller tout péter, puis on va aller, je sais pas, peindre des batailles, puis ça. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, ça dépend juste du point de vue que toi t'avais en voyant ces images-là, c'est sûr. Je suis certaine qu'il y en a qui ont vu ces images-là et qui ont fait qui ont eu une image, genre, oh mon Dieu, tous les jeunes sont violents, tous les jeunes sont... C'est ça qui est le danger. Hein? Mais c'est ça, fait que je suis certaine que, tu sais, moi, quand j'ai vu ces images-là, c'est sûr, je me suis pas dit, ah oui, on est tous violents, mais comme, c'est sûr qu'il y en a probablement qui se sont dit, tu sais, comme, oh non, pas encore, tu sais, les jeunes, ils sont tous violents, non, mais, ouais, c'est ça, dans le fond. Si on regarde maintenant à l'extérieur du pays, parce qu'on est quand même ici en Ontario aujourd'hui, ce soir, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact à l'extérieur des frontières du Québec? Oui. On a eu une preuve qu'il y a plusieurs pays qui soutenaient la cause étudiante du Québec. Plusieurs provinces, il y a eu des manifestations à Queen's Park, il y a eu des manifestations même en Colombie-Britannique, dans d'autres pays que je ne peux pas dire les noms parce que ça m'échappe, mais c'est quelque chose qui a vraiment touché tout le monde. C'est une cause mondiale, si on veut, parce que l'éducation, ça touche tout le monde. Tous les pays peuvent être éduqués. Puis dès que tu es éduqué, veux pas, c'est une population qui va être en santé mieux, qui va être mieux instruite, puis qui va être plus intelligente, si on veut. Fait qu'on l'a vu vraiment partout dans le monde, des manifestations pour soutenir la crise étudiante du Québec. OK. Oui, Gaël? On est dans une période mondiale un peu de remise en question, où on voit des mouvements un peu partout, où on remet en question les gouvernements en place, les mouvements de pensée, ou les systèmes politiques. On peut le voir juste avec le printemps arabe. On peut le voir aussi en Grèce en ce moment, la crise de l'euro et tout ça. Je pense que le mouvement étudiant est juste la version québécoise qu'on a reçu aussi reporter parce qu'il y a eu des manifestations contre ça, contre la hausse des frais de scolarité à New York, aux États-Unis. Il y en a eu à Madrid, il y en a eu à Paris. Et je pense que c'est pas nécessairement seulement le dossier des frais de scolarité, ça a atteint quelque chose de beaucoup plus gros, qui en ce moment, on a besoin de changement. C'est une tendance mondiale. Est-ce que c'est pas en fait surprenant d'une certaine façon, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, que ça n'ait pas commencé en Ontario? D'une certaine manière. Je veux dire, je regardais des statistiques qui disent que les frais de scolarité en moyenne, c'est les plus élevés au pays, c'est en Ontario. 6 500 $ par année, c'est en moyenne. Au Québec, je pense que c'est autour de 2 500. Donc, c'est au moins 2,5 fois de plus. Et pourtant, c'est pas ici que ça brasse le plus, c'est au Québec où c'est le moins cher. Est-ce que, vu de l'extérieur, on se dit, mon Dieu, c'est les enfants gâtés qui se plaignent ou bien c'est ceux qui payent plus, qui sont des petits moutons et qui se laissent aller, là? Oui? Ben moi, je pense que ça a commencé à cause... on n'était pas prêts non plus. Ça a été annoncé comme ça, 1625 $ sur 5 ans. C'est beaucoup comparé à ce qu'ils payaient auparavant. Donc, je pense que c'est juste... C'était une grosse augmentation d'un coup, puis que le Québec n'était pas nécessairement prêt à ça. On n'était pas prévenu, puis je pense que ces causes n'étaient pas assez graduelles pour certaines personnes. Juste avant d'arriver, Marie-Lou? J'imagine que les gens qui viennent étudier, que ce soit en Ontario ou au Québec, je pense que c'est l'une des premières choses que tu t'informes, les frais de scolarité. Donc, si c'est une priorité, je vois pas pourquoi le Québec a comme pété une coche de même tout d'un coup si ailleurs c'est beaucoup plus élevé comme ici en partant. Donc, c'est comme une grosse question que je comprends pas pourquoi. Je crois que c'est surtout, au départ, il y avait un grand mécontentement envers le gouvernement libéral de Jean Charest. Fait que ça l'a juste mis la goutte qui a fait déborder le vase, que là, on s'est dit, là, c'est assez. On se fait marcher ses pieds, on se fait manger la laine sur le dos. Nous, on se lève, on va dans la rue, on manifeste avec nos droits pour la gratuité scolaire, contre la hausse des frais de scolarité. On s'est juste levé parce qu'il y avait déjà un mécontentement avec tout ce qu'on sait de la corruption et tout ça. On est comme, on en entend parler déjà. Fait que d'après moi, c'est juste, OK, là, c'est assez, la goutte qui fait déborder le vase, on se lève. Puis je pense que c'est surtout ça qui a fait que le Québec est sorti en premier de ça.
Oui. Et aussi, comme on disait dans le reportage, on a des frais de scolarité un peu plus bas parce qu'on s'est battu pour avoir ces frais de scolarité-là. Alors pourquoi arrêter tout d'un coup puis dire ah ben vu qu'on s'est battu pendant tant de temps, on va s'asseoir puis on va laisser les frais de scolarité grimper. Non, on va continuer à se battre pour qu'ils restent bas. Et oui, c'est utopique un peu de vouloir la gratuité scolaire, mais ça serait pas du jour au lendemain, ça c'est certain. C'est juste un but ultime qui serait vraiment plus favorable dans le fond. On parlait un petit peu d'avenir. Il y a un sommet, comme vous savez maintenant, qui est annoncé par le nouveau gouvernement, puisque le mouvement aurait fait tomber celui qui est en place, ou enfin aurait contribué. On a un nouveau gouvernement qui est en place, qui, à un certain moment, semblait être du côté des étudiants. Là. On se souvient de Mme Marois qui s'est promenée avec le carton rouge, le petit carré rouge pendant un certain temps. Il l'a enlevé pendant les élections, puis en tout cas, bref, je ne sais pas ce qu'elle se situe là-dessus aujourd'hui, mais je ne suis pas là pour prendre position non plus. Mais enfin, il y a un gros sommet qui s'en vient. Il y a déjà un interlocuteur qui s'est retiré, celui qui était peut-être le plus à gauche, là, ou le plus militant, c'est le mot que je cherchais, merci. Comment vous voyez ça? Oui? Bien, en ce moment, je crois qu'avec tout ce qui se passe, le sommet, la gratuité, c'est peut-être pas le moment parfait pour en parler. Je crois qu'on devrait plutôt regarder vraiment tout le côté de l'éducation, le sommet, pourquoi il est là, puis que la CIS se soit enlevé. Je trouve qu'il aurait dû rester parce qu'il défendait beaucoup les droits des étudiants. Là, ils se sont retirés juste parce qu'on la gratuité avec Pauline Marois qui dit c'est une indexation gelée, puis on ne sait plus trop dans quel chemin s'en aller. Oui. Je trouve que là, on s'en vient, on en met trop de temps. Le premier round, on peut quasiment dire que dans le fond, les étudiants n'ont pas gagné, mais si on veut, ils ont réussi à maintenir leur point. Puis là, on s'en va comme ah, ben là, vu que vous ne nous écoutez pas, on s'en va, là, on ne devrait pas faire nos bébés. Écoutez ce qu'elle a tout à dire, puis après ça, dans 2-3 ans, revenir avec le dossier de la gratuité. Okay. Sophie, je te voyais sur le point de réagir. Comment tu vois, toi, est-ce que tu crains que le sommet, finalement, puisse éteindre le mouvement de manifestation étudiante, dans le fond? Je ne sais pas, parce que comme, tu sais, on se bat tout le temps, puis on se bat tout le temps. Fait que comme si, mettons, ça se finirait là, on dirait que comme on se trouverait avec rien, fait qu'on se trouverait quelque chose d'autre, mais que le problème serait peut-être pas nécessairement réglé juste parce qu'on va avoir changé, puis comme ils vont réaliser qu'ils ont changé, fait qu'on va le laisser de côté. Fait que je trouve que comme faudrait tout le temps continuer à se battre parce que c'est quelque chose que comme, tu sais, on a le droit à une éducation, donc il faut qu'on se bat pour garder les choses qu'on a besoin. Oui, François? Moi, je trouve ça aberrant, après autant de disputes, après autant de révoltes, que la C se soit retirée du dernier sommet. En fait, c'est comme si on embarquait dans un projet, et lorsque le projet arrive à terme, on décide de se retirer. À un moment donné, on veut tenir son bout, c'est parfait, mais il faut y aller jusqu'au bout. Et s'il voulait vraiment représenter les jeunes étudiants, il aurait dû y aller, selon moi. Là-dessus, on va boucler la boucle. Levez la main ceux qui ont dit qu'ils étaient pour la gratuité scolaire. Je pense qu'il y en avait 4 à peu près, 4 ou 5. OK. Est-ce que gardez la main levée. Est-ce que vous seriez prêts, en 2013, à faire ce que les étudiants au Québec ont fait, c'est-à-dire de vous battre et aller dans la rue, au risque d'y perdre peut-être une année scolaire, si jamais, pour la gratuité scolaire? Si oui, gardez la main levée. Sinon, baissez-la. Donc, vous seriez prêts à vous battre comme les autres ont fait. Les autres, dernière question à vous autres. Est-ce que vous pensez que la rue, pour d'autres batailles, pour d'autres causes étudiantes, c'est une bonne façon de faire aller gagner son point rapidement? Non. Non? Ben, La rue, c'est bon? Oui, je l'ai mentionné plus tôt, il faut le faire. Il faut le faire. Ouais. OK, c'est toi? Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça peut... Oui. Pas dans tous les cas. Tu as le mot de la fin. Pas dans tous les cas. OK. Bien, on a entendu plusieurs points de vue. Merci beaucoup. Vous nous avez donné, je pense, un paquet de matière à ruminer. En tout cas, moi, je vais penser à beaucoup de ce que vous avez dit ce soir. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Dans quelques minutes à l'émission, les Jeux franco-ontariens fêtent leurs 20 ans. Des jeunes impliqués et engagés nous parlent de leur expérience des Jeux. Et l'artiste Hakim Ouellet en chanson dans les studios de l'Actuacité. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous pour nous suivre toute la semaine sur le web, à Livestream, à Cité en direct. Et faites-nous part de vos commentaires en visitant notre page Facebook l'Actuacité/2013 ou appelez-nous au 613-742-2483.
Être étudiant en production télévisuelle en deuxième année, production télévisuelle HD d'ailleurs, c'est un privilège assez incroyable parce que j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon métier. La courbe d'apprentissage en première année est tellement incroyable. En deuxième année, c'est plus de perfectionner un peu tout ce qu'on a appris. À la fin de nos 2 ans, là, on y arrive, là, ça donne un résultat d'une belle et heureuse grande famille. Checker ça à la maison, là. Quand tu as cam 1, tu rentres. En pas de TV, on a du fun, mais qu'on est sur le jeu. Je sais pas, là. Regarde. On dirait qu'est-ce qui se passe. Être en production télévisuelle en première année, c'est intense, mais c'est la vie qu'on a choisie. On savait que dès le départ qu'on était pour passer des longues heures. Ce que nous autres on est en train de faire en ce moment, c'est vraiment de créer des émissions le plus possible. Cette magie-là qui se crée juste pendant que les procédures embarquent, que tout le monde fait « OK, on est une équipe et on s'en va tous dans la même direction ». Où on se parle, la préparation des Jeux franco-ontariens bat son plein parce que le plus grand rassemblement annuel et provincial de la jeunesse franco-ontarienne va avoir lieu du 17 au 20 mai prochain à Hawkesbury, dans l'Est ontarien. Et c'est une année spéciale parce que cette année, on fête rien de moins que les 20 ans des Jeux franco-ontariens déjà. Au fil des ans, plusieurs villes ont eu l'occasion d'accueillir cet événement, que ce soit d'Orléans à Kapuskasing ou de London à Sturgeon Falls. Et les Jeux réunissent une foule de jeunes à chaque année qui viennent de partout en province et qui participent à toutes sortes d'activités et surtout qui célèbrent leur fierté francophone. Alors, pour en discuter davantage, on accueille ce soir dans nos studios 3 personnes qui ont vécu les Jeux franco-ontariens, soit tout d'abord Ariane Barbin, bienvenue à l'émission. Allô, merci. Sophie Masson. Allô. Bienvenue. Et enfin, Hakim Ouellette. Salut. Merci de participer à l'émission. Je vais commencer avec toi. Vous avez tous participé aux Jeux franco-ontariens, mais peut-être pas au même moment, je ne sais pas. Alors, en quelle année tu as participé? Moi, mes premiers jeux, c'était sous Sainte-Marie. Je crois que c'était... Premier jeu? Tu as fait plus qu'un? Oui, j'ai fait 4 jeux. 4 jeux? Oui. OK, il est possible de participer à plus qu'un? Oui. Ah, OK, bon, c'est intéressant. Oui, OK. Donc, les premiers étaient en quelle année? C'était en 2009, je crois. Je pense que c'était les 16e Jeux franco-ontariens. Oui, les 16e. Ah, OK. Oui. Donc, tu as fait tous ceux depuis ce temps-là, dans le fond? Oui. Y a-tu un temps limite pour participer ou tu pourrais être là à 53 ans? La FESPO, c'est pour les étudiants du secondaire. Donc, si tu es au secondaire, tu peux participer à l'événement. OK, d'accord. De ton côté, Sophie? Oui. C'est ça? Toi, moi, j'ai fait 2 ans. 2 ans. En 2009 puis en 2010, sous Sainte-Marie puis à Rockland. Ariane? Moi, j'ai participé à Sault-Sainte-Marie aussi.
Puis ensuite, j'ai fait les derniers jeux qui étaient à Sturgeon Falls. OK. Ouais. En un mot. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de cette participation? Oui. Oui. Je vais te laisser aller tantôt. Ouais. De ton côté, oui, Ouais. sans aucun doute. Incroyable. T'en as fait 4, là. Oui, incroyable. C'est même pas OK. une question. Mais Ouais. juste avant de parler plus en détail peut-être de vos souvenirs, de tout ça, j'aimerais ça que pour ceux qui seraient peut-être pas familiers avec les Jeux franco-ontariens, qu'on parle un petit peu du format, comment ça fonctionne, parce que faut le savoir, là, on parle pas des Jeux olympiques là, ici. C'est pas que des, je sais pas, compétitions d'athlétisme et tout ça. Ariane, peut-être, nous donne une petite idée de OK. quoi ça ressemble? Ben, dans le fond, les Jeux franco-ontariens, c'est une fin de semaine où que tous les jeunes franco-ontariens qui étudiants de l'école franco-ontarienne, ils vont là pour une fin de semaine, puis tu couches à l'école, puis tu participes dans un des 9 volets. Puis il y a comme danse, improvisation, art, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Puis tu participes là pendant la fin de semaine, tu as des ateliers sur le volet que tu as choisi. Puis là, tu es séparé en équipe, puis tu te prépares pour le grand spectacle, la grande finale. Puis là, c'est vraiment une compétition dans ton volet même. So, moi, j'ai participé à Hors du cirque. OK. So, tu sais, là, j'apprenais chaque aspect de Hors du cirque. Puis là, ensuite, on était séparés dans nos propres équipes, puis on préparait notre spectacle pour la grande finale. OK. Puis c'est ça, là, c'est vraiment fun. De ton côté, Sophie, est-ce qu'il y a d'autres activités qui entourent les Jeux aussi, ou est-ce que c'est simplement justement ce que vient de décrire? Ben, c'est les ateliers, il y a des spectacles aussi qu'on va OK, voir il y a des les spectacles, soirs. ouais. Tu parles à comme plein de monde franco-ontarien. T'as les dîners que tu vas parler à du monde, puis tu t'amuses, là. C'est vraiment ça. Cérémonie d'ouverture, j'imagine, fermeture. Oui. Avec Oui. Hakim, peut-être, tu en as vécu 4. Est-ce que ça se ressemble d'une année à l'autre, ces cérémonies? Les Comment ça cérémonies, se passe? pas mal, oui. Ben, ça commence avec c'est 2 élèves de l'école, de chaque école, qui font l'animation de l'ouverture. OK. Ils font un peu un aperçu de l'école, les talents, puis ils présentent ceux qui sont les animateurs pour la fin de semaine dans les différents volets. Donc, c'est à peu près ça qui se passe pour la Quelle cérémonie de fermeture? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe également? Ou, Ben, c'est à peu près c'est des remerciements aux commanditaires, aux participants. Souvent, ils vont annoncer ceux qui ont gagné, dépendant de l'événement. Là. Puis aussi, à la cérémonie d'ouverture, ils vont présenter toutes les écoles. So, toutes les écoles sont comme... Ben, c'est comme un défilé des écoles qu'il y a. Puis tu vas une à une, puis ils les présentent, puis tu vas sur le stage, puis t'es comme « Yeah, tu sais, moi je viens de Franco-Cité », puis après ça, tu vas t'asseoir, puis tu regardes comme le restant du show. Quel genre d'énergie il y a justement, là, justement cette première journée-là, là, dans le cadre des cérémonies d'ouverture? Sophie, comment tu as vécu ça, toi? Est-ce que c'est spécial? C'est quelque chose qui... C'est vraiment spécial parce que c'est vraiment juste des franco-ontariens que, comme, d'habitude, dans ton école, il y en a que, comme, c'est anglais, puis là, tu parles un peu anglais. Mais là, quand tu vas là, c'est vraiment français, puis tu vois tout le monde franco-ontarien, puis comme, tout le monde te supporte, tout le monde s'amuse, on est vraiment, comme, proches, puis... Il y en a combien qui peuvent participer en passant? Là, on parle de quoi? Centaines? Ben, il n'y a pas nécessairement une limite, là. Je sais que... Ça peut réunir combien de jeunes? Mais je sais qu'environ 500, c'est la moyenne. 500? Oui, c'est comme vraiment beaucoup de monde. Wow, là, c'est beaucoup de monde. En passant, ils sont logés où, ces jeunes-là? On couche tout dans l'école. Dans l'école? On t'apporte ton matelas gonflable ou par terre. OK. Ouais. Petite parenthèse, est-ce que ça dort beaucoup pendant le week-end? Ça dépend du monde. Ça dépend du monde. Hakim n'a pas hésité, je suis comme non, ça dort pas beaucoup. T'es vraiment fatigué, mais avec tout le monde que tu rencontres, tu veux passer le temps à apprendre à les connaître et tout ça, là, tu dors pas vraiment. OK. Petit tour de piste. Au niveau de votre identité franco-ontarienne, ça représente quoi, les Jeux franco-ontariens? Ben, moi, j'ai participé aux Jeux franco-ontariens quand j'étais en 9e année. Ouais. Tu sais, comme, moi, j'étais comme, OK, je suis française, c'est pas une grosse affaire, mais tu sais, j'arrivais là, puis ça m'a fait comme, wow, tu sais, c'est vraiment quelque chose, il faut que je me bats pour, puis que, tu sais, c'est vraiment la culture, c'est important, puis ça m'a fait réaliser que, tu sais, être franco-ontarienne, c'est quelque chose, il faut que je sois fière. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai réalisé, là, en participant à la FESO, puis avec ça, ben, j'ai participé à tous les autres événements, puis, tu sais, je suis comme, yeah, ma culture, tu sais, je suis fière à cette heure. Ouais. De ton côté, toi? Ben, moi, c'est la même chose, comme là, quand j'ai participé à ça, ben, comme voir tout ce monde-là fier d'être franco-ontarien, puis comme, j'étais comme, OK, j'aime ça, je veux être plus là-dedans. C'est pour ça que j'ai été représentante franco-ontarienne dans mon école. Puis là, je faisais comme, les gens participer, venir à les festivals. Comme moi, j'étais une des seules amies comme mes amis ne voulaient pas venir, mais là, je les ai comme poussés, puis ils ont venu, puis ils ont adoré leur expérience à festival. Hakim?
Ben, tu rencontres beaucoup de monde qui sont comme toi. Oui. Et puis, moi, quand j'ai été à mes premiers jeux, c'était dans le volet musique. Et puis, moi, j'étais vraiment gêné. Puis, dès que je suis arrivé là, j'ai rencontré beaucoup de monde qui aimait la musique comme moi, tu sais. Puis, surtout la musique en français. Puis, je me rappelle, moi, à mon ancienne école, c'était souvent comme, oh, on peut pas écouter de la musique en français, tu sais. Mais finalement, il y avait du monde qui aimait ça. Puis, je sais pas, ça a créé comme un réseau aussi d'artistes. Comme souvent, je parle encore à ces gens-là. Puis, je sais pas, si je suis dans une région puis j'ai besoin d'un musicien, tu sais, on peut faire un jam. Ou... OK. Oui. Déjà tout le temps qu'on a. En un mot, encore une fois, les jeux sont là pour rester. Oh, c'est sûr. Ouais. Ça s'en va pas. Bon, ben tant mieux. On va souhaiter un autre 20 ans aux Jeux franco-ontariens. Ouais. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Ici, à l'Actuacité, au cours de la semaine, on veut prendre le temps de vous faire découvrir quelques-uns des nombreux talents qui existent parmi la population étudiante de la cité collégiale. Et Dieu sait qu'ils sont très nombreux. À titre d'exemple, on vous propose ici la prestation musicale d'Hakim Ouellet, un membre de la relève de la chanson en Ontario français. Il a non seulement participé, mais été l'un des grands gagnants du concours Ontario Pop en 2011, en plus d'avoir participé à l'émission Jam sur les ondes de TFO. Donc, sans plus tarder, place à Hakim Ouellet. On s'en va plus vite qu'une lumière, encore plus vite qu'une fusée. On s'en va vite. C'est moi et toi, la machine radio de sang. S'en aller tout énervé, s'en aller pour bien mieux rêver. On s'en va vite. C'est moi et toi, la machine radio de sang. On peut aller n'importe où tu veux aller. Je me promène et je vais t'emporter. On s'en va le très grand demain, machine radio du temps. Machine radio du temps, moi et toi la machine radio du sang. 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 On peut aller n'importe où tu veux aller. Je me promène et je vais t'emporter. On s'envole très grandement, machine radio du temps. Machine radio du temps. On s'en va plus vite qu'une lumière, encore plus vite qu'une fusée. On s'en va vite. C'est moi et toi la machine radio du sang. Maintenant trop que tu vas vouloir venir. Je te promets de recevoir du plaisir en allant vite. C'est moi et toi la machine radio du sang. On peut aller n'importe où tu veux aller. Je me promène et je vais t'emporter. On s'envole très grandement, machine radio du temps. Machine radio du temps, moi et toi la machine radio du sang. 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 On peut aller n'importe où tu veux aller. Je me promène et je vais t'emporter. On s'envole très grandement, machine radio du temps. Machine radio du temps, moi et toi la machine radio du sang. 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 Moi et toi la machine radio du temps.
Bientôt à l'émission, pour ou contre les gaz de schiste? Quels sont les impacts environnementaux et économiques? On lance le débat avec des étudiants de la cité collégiale. Wow! À notre forum étudiant, les technologies vertes sont-elles la voie de l'avenir? Comment réussir à lutter contre les changements climatiques? Avec les prix de l'essence qui augmentent de plus en plus, on a commencé à mettre un peu plus d'emphase sur les différentes voitures électriques. Et une création dramatique des étudiants de production télévisuelle de la cité collégiale qui nous pousse à réfléchir sur nos comportements envers les autres et sur l'importance de profiter de la vie. Ben, je voulais aussi vous promettre que je recommencerai plus. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous pour nous suivre toute la semaine sur le web, à Livestream, à Cité en direct. Et faites-nous part de vos commentaires en visitant notre page Facebook l'actualité/2013 ou appelez-nous au 613-742-2483. Eh bien, c'est déjà tout pour l'émission de ce soir. Comme vous avez pu le constater, on a parlé de toutes sortes de sujets, je pense, fort intéressants. Et je pense particulièrement à la gratuité scolaire. Donc, si vous avez des réactions par rapport à un sujet comme celui-là, j'espère que vous vous souvenez que vous pouvez partager vos réactions avec nous. Et vous pouvez le faire sur notre page Facebook, par exemple à l'actualité/2013. Alors là-dessus, on va retrouver, j'espère, Mélanie, demain. On vous donne rendez-vous à midi et à 18h demain pour 2 autres éditions de l'Actualité.